Je vais maintenant demander au personnel du CIMI de me rejoindre. Et attention, ce plateau va être rempli comme vous ne l'avez jamais vu. Bon, il n'existe que depuis hier, mais vous ne l'avez effectivement jamais vu aussi rempli, puisque je vais être rejointe par Karim Dorgam, Audrey Maure, Laetitia Claire et Paul Cantric, qui travaillent tous les 4 au CIMI, au Centre d'immunologie et des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière. Alors, je vois que Astrid me demande dans le chat quand est-ce que le livre Sorbonavirus paraîtra. Donc, il paraîtra en janvier 2021. Voilà, à surveiller. Et il paraîtra, alors je récupère ma petite feuille que j'ai écartée un tout petit peu trop tôt, il paraîtra à la maison d'édition Sorbonne Université Presse. Voilà, donc j'ai été rejointe par les personnels du CIMI, qui sont là pour nous parler de la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui par le prisme de leur spécialité, qui est l'immunologie. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit point vocabulaire tout de suite. Certaines personnes disent le Covid, certaines personnes disent la Covid. Soyons très clairs, pour ce soir, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est d'avoir en tête que Covid désigne la maladie et non pas le virus lui-même. Je pense que le genre de l'article qu'on emploie pour le désigner n'a pas grande importance, même si ça vous intéresse, l'OMS qui a créé ce terme, le genre au féminin en français. Mais vraiment, peu importe. Donc si vous entendez du le Covid et de la Covid, et ça a déjà été le cas, il me semble, depuis le début de la soirée, inutile de répondre dans le chat, on est au courant et on s'en fiche un petit peu. Le but de cette table ronde est surtout de revenir sur la réalité de la recherche en laboratoire et de parler avec les intervenants ici présents de différents tests de détection liés au coronavirus et à la Covid-19. Mais avant toute chose, j'aimerais commencer par vous demander de nous présenter un peu vos travaux et ce qui se fait actuellement en recherche au CIMI. Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, vous m'entendez ? Alors, nous, on est donc dans une équipe d'immunologie, effectivement, au CIMI. Et nos recherches ont été un petit peu perturbées par la pandémie. Donc, on a fermé le laboratoire et puis on l'a rouvert immédiatement pour nous orienter sur la Covid. Voilà. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Et du coup, peut-être qu'on peut refaire un petit point sur la crise sanitaire liée au coronavirus. Je ne sais pas si un d'entre vous a envie de faire une petite synthèse juste pour replacer les choses dont nous allons discuter dans leur contexte. Parce qu'il y a des gens qui regardent le live, mais il y a peut-être des gens qui regarderont cette vidéo dans 6 mois ou 1 an. Donc je pense que c'est bien qu'ils sachent où nous en sommes aujourd'hui. Pour faire très succinct, donc, la maladie liée au coronavirus, c'est je crois 35 millions de cas dans le monde et 1 million de morts actuellement, qui a un impact sur la vie de tous les jours. En fait, ça se voit sur le live où on porte tous des masques. Ça se voit là, on vient d'avoir la décision de la fermeture des bars le soir, des restaurants qui sont limités. Et ça a un impact sur notre vie de tous les jours, mais ça a eu un impact aussi dans les laboratoires où on travaille, donc chez tous les personnels soignants, paramédicaux, tous les personnels de santé. Et notre but, c'était de présenter un peu comment ça a bouleversé nos habitudes et comment on gère, on va dire, ces bouleversements d'habitudes au laboratoire, entre nous et entre collègues, que ce soit pour toutes les manipulations qu'on peut faire ou pour toutes les expériences qu'on a pu mener au labo. Très bien. Et pour commencer, vous nous avez préparé une vidéo pour nous montrer ce que ça veut dire concrètement de manipuler des échantillons de patients potentiellement contaminés au coronavirus. Allons-y. P2 donc se fait au laboratoire pour être complètement dissocié du reste du laboratoire, pour être protégé. Donc on commence par mettre une charlotte. Ensuite, on va mettre une surblouse pour avoir une protection supplémentaire. Ensuite, on va mettre des surchausses qu'on enlèvera à la fin également pour éviter de ramener des pathogènes à l'extérieur. Et enfin, le masque FFP2 qui permet de protéger le manipulateur contre une contamination par le virus. Donc ensuite, on rentre dans le laboratoire et là, on va manipuler sous une hotte qui permet cette fois-ci de protéger le manipulateur par rapport au prélèvement humain qu'on va recevoir. Donc la première étape va être de centrifuger
les tubes de sang que l'on reçoit. Donc on ferme bien les godets de centrifugation pour éviter qu'il y ait des aérosols qui se créent lors de la centrifugation. Et ensuite, on va récupérer le sérum qui va nous permettre d'analyser derrière à la fois les anticorps qui sont présents dans le sang et le virus qui peut également être présent ou détecté dans les prélèvements qu'on reçoit. Donc là, vous voyez des techniques qu'on réalise au laboratoire habituellement pour prélever le sérum du tube des patients. Donc ça, c'est un truc qui est fait tous les jours de manière quotidienne par les différents manipulateurs. Donc il prend du temps et qui est, on va dire, fatigant. C'est très contraignant et ça, c'était notre quotidien, enfin, surtout celui de mes collègues, pour être tout à fait honnête. Pendant les 2 mois. Pendant 2 à 3 mois à peu près. Et tout ça, c'est de la préparation, c'est pas du tout des expériences que vous voyez. C'est comment préparer les échantillons pour ensuite faire toutes les analyses et faire de la recherche. Ouais, c'est vraiment uniquement la première étape. Oui, alors je pense que la première chose qui peut peut-être un peu surprendre les gens, c'est qu'on nous parle d'un virus respiratoire et vous manipulez des échantillons de sang. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et qu'est-ce que vous regardez dans ces échantillons de sang ? Oui, alors nous, on va regarder dans ces échantillons les anticorps. Donc en fait, on va analyser la réponse immunitaire après infection au virus. Dans notre laboratoire, on n'est pas virologue, donc on n'a pas reçu de prélèvement respiratoire, mais nous, on analyse la réponse immunitaire qui vient après l'infection. Ok, donc vous, ce que vous cherchez, c'est pas le virus, mais vous prenez des précautions quand vous manipulez vos échantillons quand même, Exactement. parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'il y a dedans. Voilà, il faut prendre toute précaution. Ok. Et donc c'est intéressant ce que vous soulignez, que tout ça, ce sont juste des préparations d'échantillons. Parce que c'est une remarque qu'on a beaucoup entendue, c'est fou le temps que ça met de faire tous les tests, etc. Mais en fait, entre l'échantillon et ce qu'on peut effectivement tester, il y a un certain nombre d'étapes de préparation. Donc là, ce qu'on a vu, c'est une centrifugation, récupération du sérum et inactivation à 70 degrés. Ouais. Pour un échantillon, ça prend combien de temps à peu près ? J'imagine que vous en faites plusieurs en parallèle, etc. Mais l'ordre d'idée, c'est une demi-heure, 2 heures, une demi-journée ? Ça dépend ce qu'on fait exactement, mais le fait de banquer seulement un sérum, ça ne prend pas énormément de temps. Après, quand on utilise des échantillons tels que les lavages broncho-alvéolaires, on va faire, nous, des marquages parce qu'on va s'intéresser sur des cellules, etc. Donc au niveau de la recherche, j'entends, mais aussi au niveau de la routine hospitalière. Et par conséquent, là, on met au moins 1 heure à faire un prélèvement. Quand on en est 2, ça ne va pas changer énormément la chose. Mais voilà, c'est très dépendant. Donc c'est quand même des opérations qui sont chronophages et on voit qu'elles sont faites de façon manuelle. Vous ne travaillez pas avec des robots automatisés ? Alors nous, non, parce que encore une fois, on est un laboratoire de recherche, mais clairement, les laboratoires d'analyse, en particulier ceux qui sont en ville, et aussi les laboratoires hospitaliers sont effectivement très automatisés avec des robots qui font à peu près toutes les différentes étapes, ce qui va être complètement différent de ce qu'on fait nous au laboratoire en recherche. Oui, effectivement, mais vous ne traitez pas du tout le même nombre d'échantillons non plus. Absolument. Là, vous disiez que ça a complètement changé votre quotidien, du coup, la période du confinement, j'imagine, puisque vous disiez que vous avez fermé le laboratoire, donc j'imagine au moment du confinement, et qu'ensuite vous l'avez rouvert avec un surplus d'activité. Concrètement, au-delà du fait que ça a complètement changé le sujet sur lequel vous travaillez, est-ce que ça a eu des conséquences sur l'organisation concrète de votre temps de travail, du nombre de personnes qui pouvaient être présentes en même temps, ce genre de choses ? Est-ce que ça a eu des contraintes lourdes sur votre organisation ? On est venu travailler le week-end, samedi, dimanche. Donc le labo fermait plus. On ne travaillait pas la nuit, mais enfin on était là le matin de bonne heure et on finissait tard. Donc ouais, c'était un peu une période un peu difficile. Ouais. Et je vois que vous nous avez amené des objets du laboratoire. Est-ce qu'il y en a que vous voulez nous montrer tout de suite ou est-ce que vous voulez tout garder pour faire une démonstration d'utilisation un peu plus tard ?
Oui, on va faire ça plus tard. Ouais. Ok, donc ceci est un teaser. Je propose qu'on rentre dans le vif du sujet, du coup, et qu'on parle de ce qui vous tenait à cœur pour ce soir, à savoir les différents tests de détection qu'on peut utiliser dans le contexte de la Covid-19 et du coronavirus. Je ne sais pas si vous voulez peut-être commencer par une présentation générale de ce qu'on peut détecter dans l'absolu. Oui, bien sûr. On a 4 diapositives pour vous présenter tout ça. La première, c'est juste pour synthétiser essentiellement qu'est-ce qu'on recherche en effet quand on fait des tests de dépistage. Il faut savoir qu'il y a un facteur qui est très important quand on fait des tests de dépistage, c'est le temps. Et c'est le temps par rapport aux symptômes. Et on entend énormément parler dans les médias de la PCR, qui est un mot qui était inconnu, je pense, il y a encore 6 mois, du grand public. Et cette PCR, elle va détecter des fragments du virus. Donc ça détecte le génome du virus en particulier, donc c'est-à-dire l'ADN, enfin l'ARN précisément du virus. Mais on a également des possibilités pour faire le diagnostic de maladies liées au coronavirus, c'est de détecter les antigènes. Les antigènes, c'est les protéines qui, en gros, font la coque du virus. La fameuse couronne. Voilà, la couronne du virus. Et on peut également détecter les anticorps dans le sang des gens. Et chacun de ces tests, il va avoir un timing globalement différent. Donc, il y a une nécessité de les employer au bon moment pour pouvoir faire le diagnostic. Donc, on a 3 techniques qu'on va vous détailler. Là, si je prends la courbe que normalement vous voyez à l'écran, il y a une partie qui concerne la détection du virus qui est en rouge. Donc ça correspond en gros au timing où on peut détecter le virus par PCR ou en cherchant les antigènes, c'est ça ? Voilà, il y a 2 possibilités. C'est quand on est malade et la plupart du temps quand on est symptomatique. Et en général, on dit 48 heures avant d'être symptomatique. Le virus, il est présent dans notre corps, il est en particulier présent dans le rhinopharynx, qui est la partie située tout au fond de notre nez, et qui est le lieu du prélèvement qu'on fait avec la PCR, qui est avec l'énorme coton-tige qu'on vous met, qui fait à peu près 15 cm, qu'on doit vous enfoncer totalement au fond du nez. Le but, c'est d'essayer de récupérer des morceaux du virus, et ces morceaux doivent soit contenir des morceaux de la couronne qui l'entoure, soit de son génome. La PCR va détecter le génome, et elle va le faire souvent dans la période symptomatique, qui est la première semaine. Et de manière concomitante, on peut essayer de détecter, en même temps qu'on détecte le génome, donc la couronne, et ça, c'est les tests de détection d'antigènes du coronavirus. Donc ça intervient plutôt pendant la phase symptomatique, et en gros, ça correspond à la cloche en rouge. Et on a en bleu 2 courbes qui correspondent aux anticorps. Alors déjà, ça peut être un peu perturbant pour les gens qui s'y connaissent pas trop en immunologie, qu'il y ait 2 courbes différentes pour 2 types d'anticorps différents, lesquels on détecte, et pourquoi ceux-là, et quelles sont leurs différences en fait ? Alors, quand on vous fait ce qu'on appelle une sérologie, on regarde la plupart du temps, ça peut varier, mais on regarde 2 types d'anticorps qui s'appellent les immunoglobulines G ou les immunoglobulines M, qui sont produits à des timings différents elles aussi. Donc c'est pour ça que le facteur temps, il influence énormément de choses. Les immunoglobulines M, les IgM, que vous pourrez lire si vous faites une sérologie, que ce soit coronavirus ou autre chose, c'est les anticorps qui sont précocement produits au cours de l'infection. On les trouve souvent à partir de la première, 2e semaine de symptômes, parfois plus tard. Et les IgG, les immunoglobulines G, elles vont être produites plus tardivement. Et il y a notamment un pic au moment à peu près du 28e jour du début des symptômes. Donc on est quand même loin, et la plupart du temps, les gens seront déjà guéris quand on détectera leurs IgG. Donc ça permet essentiellement les sérologies, un diagnostic a posteriori de l'infection. Donc ça ne sert strictement à rien de faire une sérologie quand on est malade. Absolument pas. Ouais. Si vous avez les symptômes de la maladie à coronavirus, ça ne sert à rien de faire une sérologie. Et là, du coup, ce qu'on voit, je suppose qu'on a choisi de détecter les 2 types d'anticorps qui sont produits le plus rapidement possible par l'organisme ? Pas forcément. Après, il faut mettre en perspective que la maladie liée au coronavirus, on connaît ça depuis même pas encore 1 an. Donc tout ce qu'on peut dire maintenant sera peut-être faux dans 3 mois. Hein. Ça, c'est inhérent à la recherche. Les IgM se détectent le plus tôt, c'est celles qui sont les moins spécifiques mais produites le plus tôt, donc on essaye en général de les avoir sur les sérologies. Et les IgG, ça signe souvent, c'est potentiellement faux ce que je vais vous dire, et ça signe une immunité. C'est le sujet d'énormes débats dans la société, mais on dit que ces IgG, quand on les a et qu'elles se maintiennent, c'est-à-dire que ça nous confère une protection contre une réinfection au coronavirus. Oui, alors je suis désolée, je pose beaucoup de questions, mais je trouve que c'est important de poser les bases avant de rentrer dans le détail des techniques de détection. D'ailleurs, vous aussi, posez vos questions dans le chat si vous en avez.
Et je vais poser une question, là encore, faussement bête, mais pourquoi notre corps produit des anticorps et à quoi ça sert normalement? Je ne sais pas qui veut répondre. En fait, donc les anticorps sont produits par un type cellulaire qu'on appelle des lymphocytes B, et ils vont permettre en fait au corps de combattre le pathogène. Donc là, c'est le virus. Et pour rebondir en fait sur les anticorps, il en existe donc effectivement plusieurs catégories. Donc là, on a parlé des IgM et des IgG, mais il faut savoir qu'il en existe d'autres également, qu'on appelle IgA ou IgE, et que dans le cadre de nos recherches, on a pu effectivement évaluer l'ensemble de ces anticorps pour pouvoir savoir à quel moment ils pouvaient apparaître au processus du développement de la pathologie. Donc, il faut toujours avoir ça en tête, que, comme disait mon collègue, on commence à apprendre certaines choses sur ces anticorps, sur l'apparition de ces anticorps, et surtout sur leur longévité, qui pour l'instant reste encore une grande question. Oui, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que déjà la recherche prend du temps, et indépendamment de ça, pour avoir une idée de ce qui arrive à un patient 6 mois après qu'il ait été infecté, il faut qu'il y ait des patients infectés depuis 6 mois. Donc c'est difficile d'avoir une visibilité à long terme sur une maladie qu'on ne connaît que depuis le mois de janvier, finalement. Il y a une personne qui nous demande dans le chat, Céline, s'il y a beaucoup de cas de recontamination. Je pense que c'était par rapport à la notion d'immunité persistante ou non. C'est une excellente question. On n'a pas de réponse formelle là-dessus. Dans la littérature, il y a très très peu de cas publiés. Et ce qu'on peut déduire de manière relativement logique, c'est que de toute façon, on sait que les gens produisent des anticorps et donc potentiellement s'immunisent contre ce virus. Et que s'il y a des réinfections, c'est potentiellement des gens qui ont des déficits ou des problèmes de leur système immunitaire. Donc non, il n'y a pas beaucoup de réinfections. Il y en a qui ont été publiées. Après, quelle est la valeur de 3 cas publiés dans la littérature versus 1 million voilà, ça existe, mais c'est très rare, en tout cas à ce jour et avec les données qu'on a. Oui, en fait, on a un gros biais qui est qu'il y a tellement de cas que même les événements très rares sont repérés, d'autant qu'on les surveille. On parle que de ça. De toute façon, s'il y a un cas de réinfection, on se souvient, ça devait être en avril ou en mai, la Corée avait parlé de 1 ou 2 cas de réinfection à coronavirus, et finalement c'était rétracté en disant que c'était faux, que qu'ils s'étaient trompés de diagnostic. Mais on n'entend parler que ça parce que ça fait partie un peu de la psychose collective, et c'est des nouvelles données. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive chaque jour, et on en fait tout un foin. Mais c'est pour ça que le recul est important. Oui, ça je pense que c'est le message clé. La science prend du temps à se faire, surtout quand on veut la faire bien et confirmer par des résultats indépendants, etc., nos conclusions. Et donc forcément, on a encore des choses à apprendre sur ce virus. C'est quand même intéressant si on fait un parallèle avec le VIH, par exemple, dont on a découvert les premiers patients en 81, alors qu'ils traînaient sans doute dans la population humaine depuis les années 20. On a mis plus de 2 ans à identifier le virus responsable. Donc on voit bien la façon dont la science s'est accélérée. Là, il ne nous a pas fallu 2 ans pour identifier le virus, c'était une histoire de quelques semaines, et on avait son génome 1 semaine plus tard. Donc on a peut-être la sensation que la science ne va pas assez vite parce que la situation est franchement pas terrible, mais en fait la science va à une vitesse absolument incroyable. Je veux dire, normalement, un projet de thèse dans des disciplines comme l'immunologie, c'est 3 ou 4 ans avant de confirmer 1 ou 2 gros résultats. Là, tous les labos du monde sont concentrés pour avoir des gros résultats toutes les semaines. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est, à mon avis, notable. Alors, on a plein de questions. Qu'est-ce qu'on savait de ce virus avant la pandémie ? Pas grand-chose, parce qu'on l'a découvert avec la pandémie, globalement. De toute façon, on continue à découvrir des choses dessus. Donc, on ne savait absolument rien avant le mois de décembre 2019 du SARS coronavirus 2, en tout cas. On connaissait son cousin proche, le SARS coronavirus, entre guillemets 1, mais qui ne s'appelle pas 1. Oui, donc le coronavirus fait partie En fait, quand on dit le coronavirus, c'est une simplification très mensongère. C'est un des coronavirus, mais on ne va pas dire SARS-CoV-2 toute la soirée parce que ce ne serait pas très agréable à entendre ni très agréable à faire. Mais quand on dit le coronavirus, entendez le SARS-CoV-2 parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut dire tous autour de cette table, enfin de ces tables. Oui, parce qu'en fait, finalement, il s'agit d'une famille de virus, il y en a plusieurs, et donc là, on parle vraiment de quelque chose de bien spécifique.
Très bien. Donc on a d'autres questions sur les virus. On va les garder pour la fin. On va passer au test de détection parce que le temps file à toute allure. Je pense que vous vouliez commencer par nous parler de la PCR, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors en fait, il faut savoir que on parle beaucoup de PCR en ce moment. Il s'agit d'une technique que l'on utilise vraiment couramment, nous, en laboratoire de recherche, notamment pour essayer de détecter un gène particulier. Et du coup, dans le cadre donc, de cette infection au virus, au coronavirus, on utilise cette technique afin de détecter ou non la présence du virus chez les patients, notamment au niveau des écouvillons. Voilà. Tout d'abord parce que le virus possède un patrimoine génétique que l'on connaît maintenant grâce à un séquençage qui a été réalisé. Et cette séquence va nous permettre de le cibler spécifiquement avec ce qu'on appelle, nous, des amorces. On va dire que c'est un adaptateur. Donc, dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il va y avoir prélèvement au niveau des couvillons des patients, on va essayer donc d'extraire le virus, si virus il y a, du moins son patrimoine génétique, puis on va effectuer ce qu'on appelle donc une réaction de polymérisation en chaîne. Donc c'est vraiment un jargon très particulier, mais d'un point de vue assez simple, ce l'on va essayer de faire, c'est de le reconnaître donc grâce à ces adaptateurs, puis de le multiplier pour pouvoir essayer de le quantifier et de savoir en fait s'il est présent ou non dans le prélèvement du patient, et ceci grâce à la comparaison de certains contrôles positifs ou négatifs. Alors là, il y a plusieurs notions. Donc en gros, la PCR, c'est une photocopieuse à C'est ça, c'est une photocopieuse, génétique, voilà, exactement. Mais qui, contrairement à nos photocopieuses, permet de mesurer des quantités. Elle permet, dans certains cas, oui, effectivement, de mesurer des quantités pour savoir donc si on a la présence ou non du virus. Donc grâce à un contrôle. Après, dans certains cas, alors ce qui n'est, je pense, pas réalisé de façon courante, on peut effectivement le quantifier de manière vraiment spécifique. Mais là, dans le cas de la Covid, on parle plutôt de tests semi-quantitatifs, c'est-à-dire savoir si oui ou non il est présent. Okay, donc en gros, on pourrait mesurer précisément, mais ce serait plus compliqué parce qu'il faudrait avoir d'autres échantillons dont on connaît les quantités pour pouvoir comparer. En fait, il faut simplement avoir un échantillon contrôle où on connaît exactement la charge de particules. C'est ça, il faut au moins un échantillon où on sait exactement combien il y a pour pouvoir comparer. Et là, ce qu'on cherche quand on utilise ce test, qui du coup doit être fait quand les patients sont malades, donc qui est vraiment un test de diagnostic, c'est juste de dire il y a du virus ou il n'y en a pas. Exactement. Parce qu'il y a eu pas mal de discussions récemment sur le fait, alors les termes techniques ont filtré, donc je m'autorise à les utiliser, que le nombre de CT utilisés pour déterminer la positivité des tests était mal choisi et qu'on surdiagnostiquait. Qu'en fait, on avait mis le seuil de détection trop bas et qu'on détectait trop de cas et que c'est pour ça qu'on disait qu'il y en avait tellement. Alors, je suis pas vraiment au courant de cette polémique. Après, au niveau de la PCR, c'est vrai que c'est des techniques quand même qui sont standardisées. Effectivement, on utilise des contrôles standards qui ont été développés. Donc après, l'interprétation, la sensibilité des kits, je pourrais pas débattre là-dessus, j'en serais incapable. Voilà. C'est des débats qui rentrent très vite dans la théorie du complot, d'aller dire qu'on augmente artificiellement les cas. Je pense que ça n'a pas grande valeur de débattre de ça. En fait, globalement, l'idée, c'est que quand il n'y en a pas, on n'en voit vraiment pas, quoi. Et voilà, c'est une PCR, c'est un examen qui reste très spécifique. C'est s'il y a du génome du virus, la PCR le détectera. Et quand elle ne le détectera pas, c'est que probablement, très, très certainement, c'est que la technique n'a pas été bien faite. C'est s'il y a du virus, la PCR le détectera. Point. Ce qui est un peu l'intérêt pour un test diagnostique, en fait. Voilà, c'est le but, et c'est pour ça qu'on a choisi ce test-là pour détecter les cas symptomatiques, en tout cas en France et partiellement dans le reste du monde. Voilà, parce que c'est un test qui est effectivement très sensible, mais en fait, on a besoin d'un test très sensible pour ne pas louper de patients. Oui, c'est ça. Après, le risque, c'est de détecter un petit peu tard. Si on peut revenir sur la courbe de tout à l'heure, qui est la courbe grise, c'est que vous voyez que la reverse, la RT-PCR reste positive très longtemps, même après même que quand vous êtes plus malade en fait, et plus infectieux pour le coup.
Donc contrairement, peut-être maintenant on va passer au test antigénique. Donc contrairement au test antigénique donc, qui permet de détecter donc, des antigènes, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les protéines qui sont présentes à la surface du virus. Donc là, la marge de manœuvre est beaucoup plus restreinte, c'est-à-dire que le test est beaucoup moins sensible que la RT-PCR, et pour le coup, il faut vraiment qu'il soit fait quand le patient est symptomatique, parce que sinon on risque de ne pas le détecter. Donc là, pour le coup, ce sera vraiment un faux négatif. Pardon. Donc le test consiste donc à mettre en évidence les antigènes du virus. Donc sur une bandelette qui est insérée dans une petite cassette, là, c'est un test rapide. On va déposer notre échantillon. Donc en général, c'est effectivement un écouvillon nasal. Et sur cette bandelette, il y a des anticorps antigènes du virus qui sont immobilisés et des anticorps anti-anticorps de lapin qui vont nous servir de témoins positifs. Donc quand le liquide contenu dans l'échantillon va diffuser sur la bandelette, il va emmener des anticorps marqués, des anticorps de lapin qui vont être marqués et qui vont venir se fixer, qui vont créer un immunocomplexe sur la bandelette qui va être révélée par de la couleur. Donc si on a 2 traits, le test va être positif. Si on n'en a qu'un, le test sera négatif puisqu'il ne révélera que le contrôle. Ok, donc ça en fait, en gros, ça repose sur le fait qu'on a des anticorps qui sont des détecteurs. C'est-à-dire là, c'est plus des anticorps qui nous protègent, c'est des anticorps utilisés comme outils pour détecter des morceaux de virus. C'est un peu la base en fait de beaucoup de techniques, pas seulement en immunologie d'ailleurs, mais c'est effectivement d'utiliser des anticorps monoclonaux qu'on fabrique chez la souris ou dans d'autres espèces animales. Ok, donc on a ces anticorps détecteurs, on fait passer l'échantillon dessus, et s'il y a du virus, il y a une réaction colorée qui fait que ça fait une bande, Exactement. en gros. Tout à fait. Est-ce qu'on a une idée de pourquoi la fenêtre de détection du virus en détectant les antigènes de surface est plus courte que la fenêtre de détection du virus en utilisant son génome par PCR? Donc c'est ce que vous a expliqué Audrey tout à l'heure, c'est que la RT-PCR consiste à une amplification. Donc on a un signal très faible qu'on va réussir à amplifier et donc à détecter très longtemps. Alors que les antigènes, là en fait on va détecter les antigènes s'ils sont présents, mais s'il n'y en a pas assez, on ne les détectera pas en fait. Oui, là c'est beaucoup plus binaire. Ouais. D'accord. Ok, et là je vois que sur le titre de la diapositive, vous parlez de test antigénique rapide. On entend pas mal parler de TROD, de test rapide d'orientation diagnostique ces derniers jours. Ça correspond à ça du coup? Ça en fait partie, et comme celui qui va suivre, okay. Où je laisse Audrey parler. Laetitia. Oui, du coup, le fameux TROD pour détecter les anticorps cette fois-ci. Donc là, on va détecter l'immunité qui s'est passée après l'infection virale. C'est exactement sur le même principe que le test antigénique dont Karim vient vous parler, sauf que cette fois-ci, on va partir du sang et on va faire migrer le sang, pareil, dans la petite cassette. Donc ça revient comme faire les tests de grossesse, tout le monde connaît ça. Et on va pouvoir détecter à la fois les IgG ou les IgM cette fois-ci. Dans certains tests, ils sont dissociés. Et donc voilà, sur le même principe, on va faire migrer les anticorps qui se trouvent dans le sang. Ils vont être détectés par d'autres anticorps, donc les anticorps détecteurs. Et ils vont être révélés par un système de coloration identique au test antigénique. Ok, donc cette fois, on utilise des anticorps pour détecter des anticorps. Des autres anticorps, exactement. C'est juste pas la même espèce, mais oui. Donc là, ça va vite, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de test diagnostic, vu que ça détecte des anticorps, donc a priori après la maladie? Je pense que c'est possible que l'appellation utilisée dans les médias recouvre les deux. On peut parler de diagnostic rétrospectif, hein. Donc oui, on a le droit. Très bien. Donc rétrospectif, ça veut dire la personne a été malade. À défaut de dire elle est malade maintenant, on peut dire elle a été infectée, en tout cas pas forcément malade. Ok, donc là, on a fait le tour des tests que vous vouliez
nous détailler ce soir? Voilà, donc ça, ces deux tests de détection rapide, ce sont des tests individuels en fait. Et vous pensez bien qu'au laboratoire, on ne passe pas son temps à faire des tests pour tester une seule personne, enfin pour un seul échantillon. Donc là, je vais vous présenter une technique qui existe depuis des dizaines d'années, peut-être peut-être même un peu plus, où en fait le but est exactement le même, mais ça nous permet de travailler en grande série. Oui, en gros, en laboratoire, on n'a pas besoin d'avoir une petite boîte en plastique jolie avec un détecteur coloré pour chaque échantillon. Ouais, on optimise un petit peu tout ça. Exactement, on va essayer d'optimiser, alors en sachant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que dans les gros laboratoires d'analyse médicale, bien sûr, tout est automatisé. Donc là, on est vraiment très archaïque. Mais vous allez, je pense, comprendre assez rapidement. Donc, au fond de cette plaque de micropuits, on a immobilisé l'antigène dont on vous parlait tout à l'heure, donc la protéine du virus. Donc elle est tout simplement adsorbée, hein, c'est des réactions hydrophobes. On va laisser incuber toute une nuit de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème, que l'antigène soit bien fixé au plastique et que quand je retourne ma plaque, la cuve tombe peut-être, mais l'antigène, lui, il reste au fond. Donc ça, c'est... Voilà. Donc une fois que notre antigène est fixé sur... C'est vraiment comme ça au labo, il faut le dire. Et au fond du puits, on va déposer l'échantillon. Je veux bien que tu me tiennes le micro, Audrey, s'il te plaît. Donc là, forcément, j'ai pas pris de sérum, hein, parce que vous comprenez qu'il y aurait des petits risques de contamination. Donc le tube est vide, mais on va faire comme s'il était plein. Donc avec ma pipette, je vais prélever au fond du tube et le déposer dans un des micro-puits. Voilà, je vais laisser incuber un certain temps, donc environ à peu près 1 heure. Et ensuite, je vais laver de façon intensive le puits. Donc là, comme il n'y a rien, on va faire semblant de laver comme ça. Donc on va éliminer donc le sérum qui, s'il contient des anticorps, les anticorps se sont fixés sur l'antigène qui est fixé au fond du puits. Donc on a mis un appât anticorps dans le puits. Voilà, exactement. Donc on a piégé notre anticorps au fond du puits. Donc maintenant, je vais... Donc vous imaginez que j'ai déposé tous mes échantillons, ainsi que bien entendu ma gamme de calibration, de façon à pouvoir essayer de quantifier un petit peu les réactions. Donc maintenant, je vais déposer, après avoir lavé, il reste mon antigène avec mon anticorps. Je vais déposer donc un petit peu à la chaîne. Donc là, c'est une démonstration de mon type de pipette préférée. Voilà, donc de ce qu'on appelle un anticorps secondaire qui est marqué avec une enzyme qui va nous permettre de révéler la présence de notre anticorps dans le sérum. Donc, parce que là, concrètement, si on regarde dans les puits à l'œil nu, pour l'instant, on ne voit rien. Exactement, voilà. On voit rien. Donc là, c'est l'anticorps secondaire, donc un anticorps anti-humain qui est couplé à une enzyme qui va nous permettre de le mettre en évidence. Donc là, je vais déposer dans mon tube l'anticorps secondaire qui va lui se fixer du coup sur l'anticorps humain qui est présent dans le puits. Donc on a appâté nos anticorps humains avec des morceaux de virus et maintenant on met un détecteur qui est lui-même un anticorps pour repérer ces anticorps humains. Exactement. Donc je vais... C'est la technique du sandwich. C'est un sandwich. C'est la technique du sandwich. Donc je vais éliminer. Donc bien sûr rien n'est vrai. Hein. C'est juste des protéines. Donc il n'y a aucun risque. Donc maintenant je vais laver, éliminer donc tout le surplus d'anticorps qui ne s'est pas fixé, et je vais venir révéler la présence de l'anticorps secondaire grâce au substrat de l'enzyme. Oui, parce que l'anticorps qu'on a mis, c'est pas juste un anticorps, c'est un anticorps qui est couplé à une enzyme. Et donc en rajoutant le substrat de cette enzyme, je vais développer une réaction colorée. Donc ça, c'est assez rapide. C'est tellement rapide que j'ai déjà le résultat. La technologie. La technologie. Donc, je ne sais pas si vous voyez, parce que je n'ai pas l'écran, en fait. Mais donc, ici, vous avez ce qu'on appelle une gamme de calibration avec un dégradé de couleur qui correspond à la quantité d'anticorps qu'il y a au fond du tube. Donc ici, le plus concentré, et ici, le moins concentré, avec ici un témoin négatif. Donc vous avez enfin c'est complètement factice, mais vous avez les concentrations qui sont indiquées ici. Et donc ici, j'ai déposé mes échantillons, donc mon sérum numéro 1, 2, 3, 4.
Et grâce à l'intensité de coloration qu'il y a dans les puits, je peux en déduire la concentration d'anticorps qui est contenue dans le sérum. Donc par exemple, celui-ci est blanc, donc il est négatif. Celui-ci est bleu, mais relativement fort. Donc j'ai fait une petite flèche pour indiquer que, par exemple, la concentration d'anticorps est à 6,25 nanogrammes par millilitre. Voilà. J'espère que c'était clair. Merci, Paul. Et du coup, ça s'appelle comment comme type de Alors test? ça, c'est la technique ELISA. Ok, donc c'est une technique qui s'appelle ELISA qui permet de détecter les anticorps, qui est la version laboratoire du petit test de détection Voilà, qu'on a exactement. mentionné tout à l'heure. C'est ce qui va remplacer les tests de détection rapide. Mais là, pour le coup, par rapport au test de détection rapide, c'est quantitatif. Le test de Donc là, détection rapide, effectivement, c'était positif ou négatif. Exactement. Là, on a une estimation de la quantité. Exactement, ça nous permet de quantifier de façon claire et précise. C'est pour ça que les tests de détection rapide ne sont pas utilisés dans tous les contextes, j'imagine. Il y a des situations où on a besoin d'avoir des informations plus précises que juste noir Voilà, ou blanc. exactement. Si vous avez vraiment d'avoir besoin d'un diagnostic très rapide pour savoir si votre patient est infecté ou pas, les tests de détection rapide sont effectivement un bon outil. Mais clairement, ils reviennent plus cher et du coup vont mettre plus de temps si on a besoin de passer plusieurs patients. Alors là, c'est une question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre ou pas, mais tous ces tests qu'on a mentionnés là, concrètement, ils coûtent combien? Alors sur la version qu'on utilise en dépistage dans la population courante et à usage médical, je me doute que vous ne savez pas trop, mais pour ce que vous utilisez en laboratoire, là, c'est des produits qui coûtent cher ou c'est quelque chose de standard? Tout coûte un petit peu cher au laboratoire. Après, effectivement, tout dépend si c'est fait maison ou si c'est commercial. À partir du moment où c'est commercial, et bien entendu, pour le test de diagnostic hospitalier, c'est forcément commercial, ça coûte effectivement cher. Pour exemple, un test ELISA donc, qui va permettre de passer 80 patients avec la gamme, il faut compter minimum 500 € le kit, 500-600 € un kit, donc voilà, c'est un peu moins de 10 € par patient. Je pense que c'est un bon ordre de grandeur à avoir en tête, sans compter le temps de travail et le robot qui manipule c'est juste le prix du kit. les plaques, etc. Donc juste les réactifs. Donc on voit que c'est quand même pas un coût négligeable, vu le nombre de personnes concernées, évidemment. Est-ce que vous voulez ajouter des choses en particulier avant qu'on passe aux questions du public? Alors moi j'ai une question avant celle du public. En vrai, c'est du coup sur quoi vous avez travaillé vous exactement dans votre laboratoire? C'est quoi le projet de recherche qui vous a mobilisé au moment du confinement? Il y en a plusieurs, hein. Mais Audrey, tu peux parler de... Nous, on a travaillé sur d'autres types d'anticorps, en particulier ce qu'on appelle les immunoglobulines A, les IgA. Et c'est Audrey qui va le mieux décrire, je pense. Alors effectivement, nous, on s'est intéressé à la réponse immunitaire chez les patients atteints de la maladie. Et notamment, l'une des questions, c'était de savoir, effectivement, est-ce que ces patients produisaient des anticorps? Lesquels? À quel moment? Et surtout, au bout de combien de temps, en fait, sont-ils encore détectables? Donc nous, on s'est beaucoup intéressé, comme le disait Paul, à une immunoglobuline, l'immunoglobuline A, qui est une immunoglobuline en fait qui est plutôt sécrétée au niveau des muqueuses, donc qui est surtout certainement très peu connue du public parce qu'on parle beaucoup plus tous de l'IgG et de l'IgM. Donc voilà, c'était des grandes questions que nous on s'est posées par rapport à Essayer de voir qu'est-ce qui se passe concrètement pour le système immunitaire des personnes infectées. Parce que ce qui est important aussi dans la sérologie, et ce qu'on ne détecte pas, par exemple, par ELISA, c'est l'activité des anticorps, et notamment l'activité neutralisante. Combien de temps? Quels sont les anticorps qui sont neutralisants? Combien de temps il reste-t-il, etc. En fait, vous travaillez pour pouvoir un jour répondre à la question de est-ce qu'on est protégé et combien de temps? Sachant que la réponse sera vraisemblablement beaucoup plus compliquée que oui pendant 6 mois. Mais... Oui, parce que ça dépend la charge virale à laquelle vous avez été exposé. Ça dépend bien sûr comment vous réagissez. C'est-à-dire il y a des gens qui vont faire beaucoup d'anticorps, d'autres qui vont en faire moins. Mais clairement, on sait déjà qu'il y a des anticorps qui sont neutralisants et qui, a priori, ne durent pas très longtemps. Ok, très bien. Moi, je vais passer aux questions du public. Il y a Cognitiviste qui nous demande
Est-ce que suite à cette crise sanitaire, certains gouvernements ont pris conscience de l'importance de la recherche avec un investissement massif dans celle-ci? La question portait sur certains gouvernements, pas forcément le nôtre. C'est une question ironique, je pense. Mais la recherche a toujours été un parent pauvre en France. Il ne faut pas se voiler la face. Et je doute que... je vous ai entendu parler du monde d'après. Là, on a beaucoup de grands gestes faits par le gouvernement. Je suis très pessimiste, mais je doute que ça change grand-chose et que ça soit très pris en considération. Il y a eu des déblocages de fonds. Moi, je pense que ça sera ensuite bloqué dans les années qui viendront. Mais voilà, c'est des gestes, c'est rien de plus, je pense. Mais c'est mon avis personnel. Il me semble avoir vu passer qu'à l'échelle européenne, le budget de la recherche avait diminué cette semaine, mais j'ai pas creusé, donc je voudrais pas dire n'importe quoi. J'ai pas vu d'augmentation, en tous les cas, dans le budget pour 2021. On n'a pas plus de kits ELISA, en tout cas, au laboratoire. Mais... Donc il y a peut-être des gouvernements qui ont augmenté massivement le budget de la recherche suite à la crise sanitaire, mais manifestement pas chez nous. Voilà. Ce qui ne change rien à l'importance de la recherche, par ailleurs. Et on va prendre une dernière question qui est: à quel point le virus peut-il s'acclimater, avec des guillemets, et évoluer? Alors là, on est sur une question de virologie et pas du tout sur une question d'immunologie, donc je ne sais pas s'il y en a un d'entre vous qui se sent à l'aise. Je vois des grands yeux paniqués. Ouais, mais pour le moment, on a très peu de recul. Donc, le SARS-CoV-2, on ne sait pas. Sur le SARS-CoV, on a l'impression qu'il ne bouge pas de trop, que ce n'est pas un gros mutant. Mais voilà, c'est pas comme la grippe. Non, c'est ça. Heureusement pour nous, j'ai envie de dire. Mais après, rien ne dit qu'il ne va pas bouger, qu'il ne va pas muter. Du coup, je fais un petit pas de côté parce que, comme je vous le disais en début de soirée, moi j'ai une formation de virologue, même si je ne fais plus de recherche depuis 5 ans. Les coronavirus, ce sont des virus qui ont des gros génomes par rapport aux autres virus à ARN, à peu près 3 fois plus longs que ceux de la grippe, mais qui ont ces génomes parce que justement, ils mutent moins. Ils ont un outil de correction des erreurs de réplication de leur génome. Donc oui, il peut évoluer et il évolue. Je veux dire, toutes les entités biologiques évoluent, donc ce virus comme toutes les autres, mais il évolue pas à un rythme invraisemblable, quoi. Et en plus, il est extrêmement surveillé. Il y a des bases de données de toutes les séquences qui ont été faites des échantillons de coronavirus qui sont scrutés par tous les chercheurs. Donc il va changer. Dans quel sens, on n'en sait rien. En général, les pathogènes ont plutôt tendance à devenir moins nuisibles pour les espèces qu'ils infectent. Mais ça ne sert à rien d'essayer de faire des prédictions dans le vide. Pour l'instant, c'est surveillé et on verra bien. Je pense que c'est un peu la situation générale, c'est on verra bien. Pour l'instant, on est dans le vif du sujet et on ne sait pas tout. Oui, c'est tout à fait ça en fait. Je pense que dans les prochains mois, années, on va encore en savoir un peu plus. Et enfin, c'est comme ça que marche en fait la recherche, mais pour tous les sujets, on en apprend tout le temps. Et donc, mais c'est ça qui fait aussi la richesse de ce métier. Oui, je pense que c'est un peu ça qui attire vers la recherche aussi. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été là ce soir. Merci bien. Pour ce topo qui sera très utile à tout le monde, je pense, dans les semaines à venir, même si on préférerait qu'il ne le soit pas.